Mon nom est David Quintal et aujourd'hui, je vais te montrer comment installer WordPress sur ton hébergement web. Aujourd'hui, il est question de la version open source de WordPress, la version qui est au wordpress.org, donc le logiciel libre qu'on télécharge sur le site web wordpress.org pour installer sur notre serveur web. Ici, il n'est pas question de la version libre-service de WordPress qui est au wordpress.com. On parle vraiment de la version du wordpress.org. Si tu n'es pas sûr c'est quoi la différence entre les deux, puis si tu n'es pas sûr laquelle des deux versions que tu aimerais utiliser pour ton site web, je t'invite d'abord à aller écouter ma vidéo où j'explique la différence entre les deux versions de WordPress pour t'aider à faire le bon choix. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo pour que tu puisses aller écouter ça avant d'écouter le tutoriel d'aujourd'hui. Si tu as arrêté ton choix sur la version open source qui est au wordpress.org, tu es au bon endroit. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Et puis pour la démonstration d'aujourd'hui, je vais te montrer comment faire ça sur un serveur qui roule avec la technologie cPanel. Donc les serveurs web, il y a différentes technologies qui sont utilisées par les hébergeurs web pour gérer leurs serveurs. cPanel, c'est une des plus populaires, sinon je pense la plus populaire. Il y a aussi Plesk et DirectAdmin qui sont quand même assez populaires. Puis il y en a plusieurs autres technologies aussi qui sont utilisées par certains hébergeurs. Donc, si dans ton cas, ton serveur web ne fonctionne pas sur cPanel, toutes les étapes que je te montre aujourd'hui vont être les mêmes. La seule différence, c'est qu'il y a certaines étapes comme la création de la base de données, le téléversement des fichiers, que ce que tu vas voir à mon écran, ça va être différent du tien. Fait que ça se peut qu'à certaines des étapes, tu dois mettre la vidéo sur pause pour comparer sur ta plateforme à toi, Plesk, DirectAdmin ou une autre plateforme, pour trouver l'icône ou la fonction qui est équivalente à celle que je vais te montrer à mon écran, qui est sur cPanel. La vidéo d'aujourd'hui est divisée en 5 étapes. La première étape, je vais te montrer comment télécharger les fichiers de WordPress sur le site de WordPress pour les déposer sur ton serveur web. Ensuite, je vais te montrer comment créer la base de données que WordPress va utiliser pour enregistrer de l'information. La troisième étape, je vais te montrer comment configurer le fichier de configuration de WordPress. Ensuite, à la quatrième étape, on va lancer l'installation de la plateforme WordPress. Et puis finalement, à la cinquième étape, on va faire les configurations de WordPress, du thème et des extensions. Pour la première étape, rendez-vous au site web wordpress.org. C'est là qu'on va aller pour télécharger le logiciel WordPress avant de le déposer sur le serveur web. Si, comme moi, quand tu arrives sur le site wordpress.org, tu es présenté avec la version anglaise et puis que le site détecte que tu es dans un pays de la francophonie, comme c'est mon cas, je suis au Canada. Donc, au Canada, on a deux langues officielles, Français-Canada, English-Canada. Donc, il me propose les deux ici. Et puis que dans ton cas, tu aimerais créer un site web qui va être en français, soit en français au niveau front-end, ce que le public voit quand il visite ton site web, mais aussi en français au niveau back-end, qui est la zone administrative de WordPress où tu vas gérer ton contenu comme ajouter des articles de blog et faire les configurations. Donc, si tu aimerais que tout ça soit en français, la manière la plus facile, c'est de télécharger directement la version française. Si jamais par accident tu as téléchargé la version anglaise, c'est possible de changer la langue, mais ça fait une étape de plus finalement. Donc, pour te simplifier la vie, je vais te montrer comment télécharger la version française. Donc, je vais cliquer ici sur Français du Canada. Rendu sur ce site-là, je vais cliquer le bouton ici en haut qui n'est pas traduit apparemment, Get WordPress. Ça va m'emmener à la page de téléchargement. Donc, on doit descendre un petit peu puis trouver le bouton bleu ici. Au moment d'enregistrer la vidéo, la version actuelle de WordPress, c'est la version 6.0.1. Si tu écoutes cette vidéo dans quelques mois, dans quelques années, la version va avoir avancé. Par contre, le processus d'installation devrait être le même. Moi, ça fait plusieurs années que je fais des sites web WordPress pour mes clients, puis il me semble que le processus d'installation n'a pas réellement changé, à part peut-être des petits détails, mais sinon, c'est pas mal la même chose qu'avant. Donc, la vidéo que tu écoutes aujourd'hui, même si tu l'écoutes dans 1 an, 2 ans, 3 ans, elle devrait être encore valide. Donc, tu cliques ici pour télécharger le logiciel WordPress et puis l'enregistrer sur ton ordinateur. Ça, c'est une étape que j'ai déjà faite, donc je vais la sauter pour l'instant, mais de ton côté, tu vas cliquer le bouton pour télécharger le logiciel. Après ça, la prochaine étape, c'est de déposer les fichiers sur ton serveur d'hébergement web. Ça, tu vas te faire ça en te connectant sur le panneau de contrôle d'hébergement. Comme je disais dans l'introduction de la vidéo, moi, je vais te montrer cPanel aujourd'hui, qui est une plateforme qui est très populaire au niveau de la gestion ou le fonctionnement des serveurs web. Si dans ton cas, tu as Plesk ou tu as DirectAdmin ou une autre plateforme, c'est ces étapes-là où est-ce que ça va être un petit peu différent pour toi. Donc, je vais te dire où aller sur cPanel, puis de ton côté, mets la vidéo sur pause, puis essaie de voir l'équivalent sur ta plateforme de gestion de serveurs si jamais c'est autre chose que Plesk. Puis si c'est autre chose que cPanel. Puis si cPanel, ben tant mieux pour toi. Ce que tu vas voir à ton écran, ça va être pas mal identique ou très similaire à ce que tu vas voir finalement sur ton écran à toi aussi. Donc, la première étape, c'est d'aller dans le gestionnaire de fichiers de cPanel. On va cliquer ici sur gestionnaire de fichiers. Les boîtes ici, comme la boîte email, fichiers, base de données, domaine, ça se peut que ces boîtes-là ou ces encadrés-là soient un petit peu différents sur ton serveur web. Puis les icônes qui sont à l'intérieur de l'encadré
pourrait être un peu différente. Soit différente en termes de c'est quoi les icônes qui sont là, c'est quoi les boîtes qui sont là, mais aussi au niveau de qu'est-ce qu'elles ont l'air. Il y a plusieurs interfaces de cPanel qui ont un look un petit peu différent. Cette interface-là, c'est l'interface Jupyter, je pense qu'elle s'appelle. Et puis, c'est Jupyter. C'est la plus récente que cPanel offre. Donc, normalement, c'est un serveur qui est récent avec la dernière version de cPanel. C'est ce que tu vas voir. Et puis, l'ordre de ces encadrés blancs, là, va changer. Moi, j'ai fiché à deuxième position, mais peut-être que toi, c'est la première position, c'est plus bas. Donc, fouille un peu sur cette page-là pour trouver l'encadré fichier, finalement. Fait que ici, dans Fichier, on va cliquer sur Gestionnaire de fichiers. Ce que ça nous affiche ici, c'est les fichiers que tu as sur ton serveur web en ce moment. En fait, ce qu'on voit, c'est plutôt des dossiers plutôt que des fichiers. Et puis, le dossier qui nous intéresse, c'est le dossier public HTML. Donc, on double-clique dessus pour l'ouvrir, puis voir ce qu'il contient. En ce moment, il ne contient rien, mais il contient un dossier CJI bin, mais en réalité, c'est comme s'il était vide. Donc, le dossier public HTML, c'est un serveur web. Sur la majorité des serveurs web, c'est là qu'on dépose tous les fichiers de notre site si on veut que les fichiers soient disponibles publiquement par les gens qui naviguent sur Internet. Donc, c'est là qu'on va déposer les fichiers de WordPress. On va faire ça en cliquant le bouton « Charger » en haut. Et puis après ça, tu cliques « Sélectionner un fichier ». Et puis, tu vas récupérer sur ton ordinateur le fichier que tu viens de déposer, que tu viens de télécharger. Donc, je vais faire ça maintenant. J'ai le fichier ici. On va laisser téléverser le fichier sur le serveur web. Puis, une fois que c'est à 100% et complété, on peut fermer cet onglet-là avec le X pour retourner au gestionnaire de fichiers. Et puis là, on doit cliquer sur le lien « Recharger » ici ou le bouton « Recharger » pour qu'il actualise la vue. Puis là, on voit que le fichier que j'ai téléversé est maintenant sur le serveur web. Le fichier récupéré sur le site de WordPress, c'est un fichier zip. Donc là, maintenant, on doit le décompresser pour que tous les différents fichiers soient présents sur le serveur web. On fait ça avec un clic droit, puis on clique Extract. Ah, c'est en anglais. Ou extraire peut-être, si toi tu l'as en français de ton côté. Donc, Extract. Dans Public HTML, oui, c'est bon. On clique Extract Files. Maintenant que ça c'est fait, on peut voir qu'il s'est rendu jusqu'à la fin. Il n'y a pas de message d'erreur. On peut fermer cette boîte-là. Le fichier zip qu'on vient de déposer, on peut le supprimer. Donc, on clique dessus, on clique le bouton « Supprimer ». Puis là, cette étape-là est quand même assez importante. Quand tu supprimes des fichiers, puis tu veux plus que ces fichiers-là sont plus du tout présents sur ton hébergement web, ni dans le dossier public HTML, ni dans la corbeille. Sur l'hébergement web, en cPanel, on a une corbeille un peu comme sur Windows, sur macOS, que si on supprime un fichier, on peut aller dans la corbeille pour le récupérer si jamais on a fait une erreur. Mais le problème avec un hébergement web, si on laisse les fichiers aller à la corbeille, puis on les oublie là, puis qu'on a un espace limité sur notre hébergement web, ce qui est contenu dans la corbeille, ça compte dans notre quota maximum d'espace disque. Fait que dans la majorité des cas, si tu es vraiment sûr que tu veux supprimer le fichier, le mieux, c'est de cocher la case « Ignorer la corbeille » et supprimer définitivement les fichiers. Puis comme ça le dit, bien, ça va passer par-dessus la corbeille, puis ça va supprimer de manière permanente les fichiers. Donc, tu veux t'assurer que quand tu coches cette case-là, c'est vraiment quelque chose que tu es sûr que tu veux supprimer. C'est mon cas ici. Je veux supprimer le zip parce que je l'ai décompressé de toute manière. On fait ça ici. Après ça, on voit qu'en décompressant le fichier zip, ça m'a créé un dossier WordPress. Puis quand je vais dans le dossier WordPress, c'est là que j'ai les fichiers de WordPress. Donc là, on va vouloir faire une petite manipulation de cliquer déplacer pour emmener ces fichiers-là directement dans le dossier public HTML. Parce que si tu regardes l'arborescence du côté gauche, on voit qu'on était dans le dossier public HTML. Dans le dossier public HTML, si je clique dessus, on voit qu'il y a un dossier WordPress. Si je clique le dossier WordPress, c'est là qu'il y a les dossiers et les fichiers de WordPress. Mais ça, on les veut directement dans Public HTML. Sinon, ton site web il serait accessible à une adresse du genre le nom de domaine, .com, /WordPress, /, puis l'adresse de tes pages, ce qui ne rend pas désirable. En réalité, on ne veut pas faire ça. Donc, ce que tu fais, c'est que tu cliques le bouton « Sélectionner tout » pour sélectionner tous les dossiers, tous les fichiers. Tu cliques, puis tu les déplaces dans Public HTML. Si jamais j'ai été trop vite pour cette étape-là, puis tu n'es pas trop sûr de ce que j'ai fait, recule la vidéo un petit peu, puis regarde de nouveau ce que j'ai fait. Maintenant, on va aller dans le dossier public HTML. Puis là, on peut voir qu'on a le dossier CJI bin qui était là en partant, le dossier WordPress qui a été créé quand on a décompressé le fichier zip, puis tous les dossiers et les fichiers qui étaient dans le zip en question. Donc, le dossier WordPress maintenant est inutile. Si on clique dessus, on peut voir qu'il est vide. Donc, on va retourner dans le public HTML, on va sélectionner le dossier WordPress, puis on va le supprimer tout simplement. Puis ici aussi, on est sûr qu'on veut le supprimer de manière permanente, fait qu'on va cocher la case pour dire qu'on veut le supprimer de manière permanente. Maintenant que ça c'est fait, la prochaine étape, ça va être de configurer, de créer la base de données, puis après ça, de configurer cette base de données dans le fichier de configuration de WordPress. Donc là, on va comme faire deux étapes, l'étape 2 et l'étape 3
en alternance parce qu'on doit aller dans le fichier de configuration, créer la base de données, revenir dans le fichier de configuration, mettre les informations, puis après ça, finir les configurations dans le fichier de configuration. Donc, on va commencer par venir ici. On va renommer le fichier de configuration. Par défaut, dans une nouvelle installation de WordPress, le fichier de configuration se nomme wp-config-sample.php. Pour que WordPress le prenne en compte, il doit s'appeler wp-config.php directement. Donc, on va enlever le trait d'union sample à la fin. On clique droit, on clique le lien pour renommer, et puis on renomme tout simplement le fichier en enlevant le bout en trop. Au final, ce que tu veux comme nom de fichier, c'est wp pour WordPress, trait d'union config, comme les premières lettres du mot configuration, .php. Fais sûr que c'est exactement comme ça. Si tu as une erreur au niveau de mettre un caractère de trop ou supprimer un caractère de trop, ton WordPress ne fonctionnera pas. C'est vraiment important de le nommer exactement comme tu vois à mon écran. Donc, on va faire ça ici. Ensuite, on va l'ouvrir pour le modifier avec un clic droit encore. On va aller sur Edit. Tout dépend de ton serveur web, ça se peut qu'il donne un message comme le mien ici par rapport à l'encodage des fichiers. Fait que tu peux cliquer Edit pour dire que c'est correct, puis tu vas aller de l'avant. Et puis moi, ce que j'aime bien faire, je ne sais pas si ça l'a fait ici. Ouais, j'aime bien cliquer la petite icône ici, qui est en haut, pour que je vois toutes les lignes qui vont déborder ici. C'est un petit détail, mais personnellement, je trouve que je suis plus confortable de tout voir sur la largeur de mon écran, plutôt que de pris dans une petite colonne à gauche. Donc là, la première chose à configurer dans ce fichier-là, ça va être le nom de la base de données ici. Donc, ça nous dit database name here, donc insérer le nom de la base de données ici. Donc, la prochaine étape, qui est l'étape 3, qui était l'étape 2 en réalité, c'est de créer la base de données. Donc, on va faire ça, puis on va insérer les informations de la base de données dans le fichier de configuration. Donc, on laisse notre onglet ouvert pour le fichier de configuration, on laisse notre onglet ouvert pour le gestionnaire de fichiers. Ici, pour le site de WordPress, en réalité, je peux le fermer, j'ai fini avec ce site-là. Et puis, je vais retourner sur cPanel. Et puis, sur cPanel, je vais aller dans base de données MySQL. Donc, dans l'encadré base de données, tu vas avoir plusieurs options, dont entre autres base de données MySQL. Donc, on clique là-dessus. À cet écran-là, la première chose à faire, c'est de créer la base de données. Donc, je vais nommer la base de données tout simplement WP. Tu peux donner le nom que tu veux à ta base de données. En réalité, il n'y a pas vraiment d'enjeu au niveau du fonctionnement de WordPress, le nom que tu vas donner à la base de données, puis il n'y a pas vraiment d'enjeu non plus au niveau de la sécurité. Il y a un petit détail que je vais te montrer dans le fichier de configuration, là, parce que là, tu vas vouloir changer le WP parce que là, il y a un enjeu de sécurité, mais ici, il n'y en a vraiment pas. Fait que tu peux mettre WP tout court, tu peux mettre autre chose si tu veux, tu peux mettre patate, c'est sans importance. Ça n'affecte pas du tout le fonctionnement ou la sécurité de ton site. Donc, je vais mettre WP, je vais cliquer « Créer la base de données ». Maintenant que la base de données est créée, ce qu'on veut faire, c'est créer un utilisateur dans le système, sur le serveur web, qui va avoir accès à cette base de données-là pour pouvoir faire ce que WordPress a besoin de faire, qui est en réalité d'ajouter, modifier, supprimer des informations dans la base de données. Donc, on va cliquer « Retour ». On va cliquer « Créer l'utilisateur en question » ici, WordPress. Je ne me casserai pas la tête, je vais mettre WP encore. L'utilisateur s'appelle WordPress, WP, pardon. Je vais faire générer un mot de passe. Le mieux, c'est de laisser cPanel générer un mot de passe. Comme ça, il va générer un mot de passe qui est aléatoire puis qui est très difficile pour un hacker à deviner, même avec une attaque brute force. C'est très difficile, un mot de passe comme ça, généré avec des lettres, des chiffres et autres caractères qui ne sont pas alphanumériques. Si jamais tu trouves que le mot de passe n'a pas l'air assez mélangé, tu as juste à cliquer « Générer le mot de passe » pour qu'il en génère un autre. Ça, ce serait un mot de passe qui serait trop facile à deviner pour un hacker, même si c'est aléatoire. Donc, tu vas vouloir que cPanel te génère un mot de passe comme celui-là, où il y a des lettres minuscules, des lettres majuscules, des chiffres et des symboles autres que des symboles alphanumériques, comme celui-là ici. Donc, une fois que je suis satisfait avec ça, je vais faire un copier-coller de ce mot de passe-là. Je vais faire copier. Je vais retourner à mon fichier de configuration. Je vais aller directement à la troisième chose à configurer ici, qui est le mot de passe. Je vois que le mot de passe est bien tiré. Quand tu vas coller le mot de passe, ça va être important de faire attention. En fait, toutes les modifications que tu vas faire dans ce fichier-là, ça va être important de respecter la nomenclature. Comme là, ici, on a guillemets, le mot de passe guillemets. Mais tu veux t'assurer quand tu vas mettre ton mot de passe que cPanel t'a généré, que tu le mets vraiment entre les deux guillemets. Si jamais tu enlèves une des guillemets, ça va faire bugger WordPress, il n'arrivera pas à lire finalement le fichier de configuration. De la même manière que si tu mets un espace, comme par accident sans ton copier-coller, des fois ça va rajouter un espace à la fin comme ça. Mais ce mot de passe-là, qui a un espace à la fin, c'est pas le même mot de passe. C'est comme si j'avais rajouté un autre caractère finalement. Parce que l'espace en informatique, c'est un caractère. Donc, c'est comme si c'était complètement un autre mot de passe différent. Fait qu'assure-toi quand tu vas faire ton copier-coller, de laisser les guillemets en place et de ne pas rajouter d'espace par accident avant ou après. Puis, si jamais il y a un espace en trop, ben, tu fais comme j'ai fait là, tu le supprimes tout simplement. Donc là, j'ai bien collé mon mot de passe.
Fait que je peux revenir ici à la création de l'utilisateur puis cocher « J'ai copié ce mot de passe dans un endroit sûr ». Je l'ai copié finalement, ou collé plutôt, dans mon fichier configuration. Donc, je fais « Utiliser ce mot de passe-là ». Donc là, la dernière étape pour créer l'utilisateur, c'est cliquer le bouton « Créer un utilisateur ». Maintenant, l'utilisateur est créé. Donc là, j'ai la base de données de créer, j'ai l'utilisateur de créer. La prochaine étape, c'est de configurer le serveur web pour lui dire « Cet utilisateur-là a tous les accès à la base de données ». Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer sur « Retour ». On va aller ici à la toute fin, ajouter un utilisateur à la base de données. Si tu as un hébergement web avec plusieurs bases de données et plusieurs utilisateurs, assure-toi que dans le menu déroulant, ici, tu vas choisir l'utilisateur auquel tu veux donner un accès. Et puis, dans ce menu déroulant-là, que tu choisis bien la base de données que tu viens de créer. Parce que justement, si tu as plusieurs utilisateurs, plusieurs bases de données, tu vas vouloir que chaque utilisateur ait accès à sa propre base de données, puis pas les autres. Donc, je vais cliquer « Ajouter ». Ici, si par exemple, on donne le choix sur à quoi on veut donner accès, puisqu'on ne se cassera pas la tête ici, on va tout simplement cocher tous les privilèges. Puis à ce moment-là, l'utilisateur que je viens de créer va avoir tous les privilèges d'accès à la base de données. Puis, je vais cliquer sur « Apporter des modifications ». Je vais retourner en arrière pour voir si tout est correct. Ici, si je regarde dans la liste des bases de données actuelles, ça me dit que j'ai une base de données qui s'appelle WordPress souligné WP. Dans ton cas, ça va être quelque chose d'autre, ce bout-là ici, tout dépendant comment ton hébergeur web a créé ton compte sur son serveur. Fait que ça va être quelque chose souligné, ce que toi tu as choisi. C'est pour le petit bout à la fin, le WP que moi j'ai mis. Si toi tu as mis autre chose, tu vas avoir autre chose à cet endroit-là. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vas nécessairement avoir autre chose que moi ici. Tout dépend comment ton hébergeur web crée ses comptes d'hébergement web finalement. Fait que je vois que la base de données WordPress WP, elle est vide, puis elle a un utilisateur avec des privilèges qui est l'utilisateur WordPress WP. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier le nom de ma base de données. Je sais que c'est le nom aussi de l'utilisateur. Puis je vais venir dans le fichier de configuration. Je vais le coller aux deux endroits. Ici, DBName, DB, c'est pour database en anglais, donc database base de données. Donc, DBName, c'est le nom de la base de données. Je vais le mettre ici. Oups. Même enjeu que le mot de passe. Tu veux t'assurer d'enlever ce qui est là, laisser les guillemets en place, et puis coller, puis qu'il n'y ait pas d'espace avant ou après pour changer le nom de la base de données. C'est comme le mot de passe, s'il y a un espace ajouté ou un autre caractère ajouté, c'est plus le même nom. On va faire la même manipulation pour DBUser. Donc, DBUser, c'est l'utilisateur de la base de données. Dans mon cas, c'est la même chose pour les deux. Si toi, tu n'as pas mis le même nom à la base de données et à l'utilisateur, ben mets les informations concordantes ici. Moi, c'est pour ça que je te dis, j'aime mieux pas me casser la tête. C'est plus simple pour moi si j'ai un utilisateur qui est le même que le nom de la base de données. Comme ça, je fais juste coller deux fois la même chose. Je suis un programmeur dans l'âme, alors je prends des raccourcis. C'est ce que je te montre comment faire ici. Après ça, dans la majorité des cas, tu n'auras pas besoin de toucher à DBHost, DBCarset ou DBCollate, à moins que ton hébergeur web te dise qu'il y a de quoi qu'il faut que tu fasses à ce niveau-là. Mais la majorité des hébergements web, maintenant, de nos jours, on n'a pas besoin de changer ces configurations-là. Dans les premières années que moi, je faisais des sites WordPress, il fallait faire des petits tweaks dans ces options-là parfois, mais c'est généralement plus le cas maintenant. Après ça, le prochain truc que tu vas vouloir configurer, c'est les clés ici, les keys and salts. Tu peux voir ici là, que tu as des informations à mettre. Puis la manière la plus simple de configurer ça, c'est de copier-coller l'adresse que tu vois ici dans un nouvel onglet. Et puis automatiquement, le site de WordPress va te générer des clés. Donc, si je fais rafraîchir ici avec le bouton de rafraîchissement, je peux voir qu'à toutes les fois, il me propose des nouvelles clés. Donc, je vais copier-coller tout ce bloc-là au complet. Bien, je vais le copier premièrement, puis après ça, je vais le coller ici en sélectionnant le bloc qui est là, puis je vais le remplacer en faisant un coller tout simplement. C'est là que tu vois la petite option que je t'ai suggéré de cliquer ici pour que l'information déborde de l'autre bord de la ligne grise. Il est utile parce que ça me permet de voir en un coup d'œil que toutes les lignes ont bel et bien été collées. Si tu n'es pas sûr ou si tu veux vraiment t'en assurer, tu peux compter. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes. Puis ici, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes. Je suis correct, j'ai tout copié. Juste pour te montrer ce que ça ferait si je n'aurais pas cliqué l'icône ici, ça ferait tout simplement revenir à la ligne, puis ça rendrait ça plus difficile pour voir en un coup d'œil si j'ai bien rentré toute l'information. Ensuite de ça, le truc que tu vas vouloir modifier, ça va être le table prefix. Donc ça, c'est quand tu vas installer WordPress, il va créer des tables dans la base de données. Ces tables-là vont avoir des noms avec un préfixe devant qui va être ce préfixe-là. C'est là qu'il y a un enjeu de sécurité parce que par défaut, WordPress va toujours utiliser le préfixe WP. Donc, si tu fais juste l'installation directement de WordPress puis tu laisses WP, tu donnes un peu plus de chance aux hackers de réussir à hacker ton site. C'est un petit détail, mais s'ils arrivent à trouver une petite faille de sécurité dans ton site, puis que tu n'as pas changé le préfixe ici, ça leur donne des outils plus finalement pour vraiment faire une intrusion de ton site. Fait que si c'est un petit détail, tu peux mettre n'importe quoi que tu veux à cet endroit-là. Tu peux mettre 3-4 caractères, c'est suffisant.
c'est juste pour dire que tu remplaces WP par autre chose. Fait que littéralement, je vais mettre n'importe quoi. C'est vraiment pas important ce que tu mets là. Puis en fait, si tu mets de quoi d'aléatoire dans ce genre-là, tant que c'est alphanumérique en réalité, là, surtout de mettre de quoi d'alphanumérique, mais pas de symboles spéciaux à cet endroit-là. Mais tant que c'est alphanumérique, c'est correct. Fait que tu pourrais mettre quelque chose comme, mettons, comme ça si tu veux. Il n'y a pas vraiment d'enjeu. Le but en réalité, c'est que ce soit quelque chose autre que WP, puis que ce soit aléatoire. Comme ça va être difficile pour le hacker, voire impossible de deviner c'est quoi, puis avoir un outil de plus pour réussir à hacker ton site. Donc, le dernier truc qu'on va vouloir faire, c'est rajouter des lignes de configuration ici. Puis honnêtement, ces lignes de configuration-là, je les connais pas par cœur, puis je viens de me rendre compte que j'ai oublié de m'ouvrir un fichier duquel je vais faire un copier-coller. Alors, je vais faire une petite coupure dans la vidéo pour aller chercher cette information-là, puis je te reviens tout de suite. Alors, me voici de retour. C'est un mal pour un bien que j'ai oublié de préparer les lignes de code que je voulais te montrer à cet endroit-là. Ça m'a donné une petite chance de boire une gorgée de thé avant de continuer. Donc, ce que je vais te montrer ici, ça va être comment rajouter 3 lignes de configuration supplémentaires. Ces lignes de configuration-là sont optionnelles. Je vais t'expliquer ce que chacune des lignes fait, puis tu pourras choisir si tu veux les avoir ou pas sur ton site web. Ça va vraiment varier selon le contexte dans lequel tu fais ton site web et puis comment tu prévois faire tes mises à jour WordPress plus tard, les mises à jour de la plateforme WordPress. Donc, je vais copier-coller les lignes de code ici. Et puis, ces 3 lignes de code-là, je vais les mettre dans la description de la vidéo pour que tu puisses facilement les copier-coller à partir des commentaires, pas des commentaires, pardon, de la description sous la vidéo, directement sur ton site. Retape pas ça directement avec ton clavier en voyant ce qu'il y a à l'écran. Il y a trop de chances que tu fasses des fautes de frappe. Fais plutôt un copier-coller à partir de la description de la vidéo. Alors, fais pause maintenant, puis va faire ça. Je vais t'expliquer après c'est quoi la différence ou à quoi ils servent ces 3 lignes-là. Donc, allô, t'es de retour? Donc, maintenant, je vais t'expliquer c'est quoi ces 3 lignes-là. Donc, la première ligne, en fait, les 2 premières lignes sont à propos de désactiver les mises à jour automatiques de la plateforme WordPress. Donc, par défaut, quand on installe WordPress, il va faire ses mises à jour lui-même. Donc, je ne sais pas si tu étais au courant, mais un logiciel comme WordPress ou un gestionnaire de contenu comme WordPress, c'est l'équivalent d'un logiciel sur ton ordinateur ou une application sur ton téléphone mobile ou ta tablette. Ça a besoin d'être mis à jour de temps en temps. Puis, généralement, ce qu'on recommande sur des systèmes informatisés, que ce soit sur le web, ton mobile, ton ordinateur, ta tablette, ton laptop. On recommande toujours de garder les logiciels à jour. Et puis, c'est la même chose en réalité au niveau de WordPress. On veut le garder le plus à jour possible. Le seul souci, par contre, au niveau de WordPress, c'est que parfois, quand WordPress fait ses mises à jour automatiques, ça va planter le site. Puis, l'affaire, c'est que quand il va faire ses mises à jour automatiques, peut-être que tu dors, peut-être que tu es en vacances, peut-être que tu es en voyage, puis tu t'en rendras pas compte pendant quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, s'il y a personne dans ton équipe ou dans tes clients qui t'avise que ton site est en panne. Fait que ça peut être problématique des fois quand on laisse WordPress faire ses mises à jour automatiquement, parce qu'à ce moment-là, il y a des risques que le site plante ou tombe en panne, puis que tu t'en rendes pas compte. Donc, si tu as l'intention de faire les mises à jour toi-même, donc de te connecter au backend admin de ton WordPress, puis cliquer les boutons pour faire des mises à jour de manière régulière, c'est quelques fois par année, ou si tu travailles avec une agence web qui va le faire pour toi, à ce moment-là, c'est tout à fait correct de désactiver les mises à jour automatiques. Par contre, si tu n'as aucune intention de faire les mises à jour toi-même ou tu sais que tu es le genre de personne qui va oublier de les faire, à ce moment-là, mets pas ces 2 lignes de configuration-là. La première, c'est ce qui dit Automatic Updater Disabled, puis WP Auto Update Core. Donc, insère pas ces 2 lignes-là, puis laisse WordPress faire ses mises à jour automatiques. C'est mieux de prendre le risque de laisser WordPress faire ses mises à jour automatiques, puis que le site va peut-être planter, parce qu'il va pas nécessairement planter en réalité, que de juste pas faire les mises à jour du tout, de désactiver les mises à jour automatiques, puis de pas les faire non plus manuellement toi-même. Parce qu'à ce moment-là, si jamais la version de WordPress qui est sur ton site en ce moment, que tu installes là, a une faille de sécurité dedans, puis que dans le futur, cette faille de sécurité-là devient connue, elle devient connue de tout le monde, incluant des hackers qui vont se faire un joyeux plaisir d'identifier ton site web comme un site web qui a une version WordPress avec une faille de sécurité et puis l'exploiter pour le hacker, ce qui est beaucoup plus grave que t'exposer à une possible panne si jamais la mise à jour automatique bug ton site. Donc, ici, fais un choix par rapport à ta situation à toi, là, par rapport à si tu as une agence qui va faire des mises à jour pour toi, si tu vas les faire toi-même ou s'il y a personne qui va faire des mises à jour, à savoir si tu vas mettre ces lignes de configuration-là ou pas. Après ça, la prochaine ligne de configuration, c'est WP Post Revisions. Dans WordPress, quand on crée des pages, des articles de blog ou différents types de contenus comme ça, à toutes les fois qu'on modifie le contenu, WordPress garde en mémoire une version antérieure. Comme ça, si jamais on fait une gaffe, mettons, je modifie mon article de blog pour acheter de l'information, puis là, je fais une grosse gaffe, j'efface l'article par accident, je défais la mise en page, puis j'arrive pas à corriger ma gaffe. Mais avec le système de révision de WordPress, ce que je peux faire, c'est tout simplement retourner à la version antérieure d'avant que je fasse ces modifications-là qui ont mis un fouillis dans mon article de blog. Donc, c'est super utile, cette fonctionnalité-là de révision de WordPress.
Par contre, elle a un désavantage, c'est qu'à force de faire des modifications sur tes pages, sur tes articles, etc., toutes ces versions antérieures-là, ça s'accumule, puis ça va s'accumuler pendant des années, des années. Disons que ton site est en ligne pendant 5 ans, puis que tu modifies des pages plusieurs fois par année, mais tu peux facilement avoir 20, 30, 40 versions de la page dans ta base de données, dans la base de données de WordPress. Puis une des choses qui est, un des impacts de ça en réalité, c'est que plus que la base de données est grosse, la base de données de WordPress est grosse, puis plus que c'est susceptible de ralentir ton site, surtout si ton site web est hébergé sur un hébergement web peu cher, là, où tu n'as pas beaucoup de ressources qui sont dédiées à ton site web. Fait qu'à ce moment-là, ce que tu vas vouloir faire, c'est limiter la quantité de versions antérieures que que WordPress va conserver de tes pages, de tes articles de blog, si tu as un portfolio, des items dans ton portfolio, si tu as une boutique en ligne, des différentes versions de tes pages de produits, etc. Donc vraiment, tous les contenus sur WordPress, il y a un système de révision pour avoir des révisions antérieures. Moi, ce que je fais pour mes clients, c'est ce que tu vois à l'écran en ce moment, c'est 4 révisions. Généralement, c'est raisonnable d'avoir 4 révisions parce que quand on fait une gaffe, on s'en rend compte quand même assez rapidement, généralement, si on est attentif. Fait qu'on a juste à retourner à la version antérieure. Souvent, on a juste besoin d'une version antérieure ou l'autre avant. Fait que même 4, c'est peut-être un peu trop, mais moi, je trouve que 4, c'est raisonnable si jamais on fait plusieurs enregistrés avant de se rendre compte de notre gaffe. Mais là, peut-être qu'on a besoin de retourner la version à la 4e version qui est en mémoire. Si toi, tu penses que tu es du genre à faire beaucoup de gaffes et peut-être pas t'en rendre compte tout de suite, ben mets un chiffre un peu plus gros que 4 ici. Tout ce que tu as à faire, mettons que toi, tu aimerais avoir 10 versions, par exemple, tu effaces le 4, tu mets un 10 tout simplement. C'est tout ce qu'il y a à faire. Puis fais sûr de ne pas toucher du tout ce qui est entre les guillemets dans ces 3 lignes de configuration-là pour que WordPress comprenne c'est quoi les 3 configurations que tu veux changer par rapport à ces configurations par défaut. Alors, c'est tout au niveau de la base de données et le fichier de configuration de WordPress. La prochaine chose qu'on va vouloir faire, c'est installer WordPress comme tel. C'est vraiment important que tu aies fait toutes les étapes que je t'ai montrées jusqu'à maintenant pour que la prochaine étape, l'installation de WordPress, fonctionne. Donc, pour faire l'installation de WordPress, ce qu'on fait, c'est que tu vas aller à l'adresse de ton site web. À la fin, après le TLD, après le .com, .ca, .fr, tu vas mettre une barre oblique. Tu vas taper WP comme WordPress, trait d'union admin comme les premières lettres de administrateur. Et puis ça va lancer l'installation. Ah, une petite erreur. Bon, ben on va regarder. Ah, ben justement, j'ai fait une erreur. C'est peut-être une erreur que ça va faire toi aussi. Fait que c'est une autre API accident, comme on dit. Donc, l'erreur que j'ai faite, en fait, c'est que j'ai mis toutes les informations dans le fichier de configuration, mais j'ai pas sauvegardé le fichier. Fait qu'en ce moment, le fichier que WordPress lit, c'est le fichier original qui n'a aucune configuration dedans. Fait que même si je l'ai ici à mon écran, les modifications, c'est comme un fichier Word. Si on n'a pas fait de fichier enregistré dans le menu, c'est pas enregistré. Donc, je vais aller cliquer ici sur enregistrer les modifications. Donc, je vais dire oui, je vais enregistrer. Maintenant que c'est enregistré, je vais aller sur mon site web à l'adresse que je te disais, l'adresse de ton site web, /WP, trait d'union, admin. Je vais faire rafraîchir. Puis là, ça va lancer l'installateur de WordPress. Donc, ça fait la deuxième petite erreur que je fais aujourd'hui, mais c'est des bonnes erreurs en réalité parce que j'ai pu prendre une gorgée de thé puis te montrer une erreur que tu vas peut-être faire toi aussi en réalité. Alors, dans la première case ici, on va mettre le nom de notre site web. Moi, c'est un site web bidon que j'installe aujourd'hui pour la vidéo, mais dans ton cas, si tu installes un site web pour t'accompagner ou ton organisation, installe le nom de ton organisation à cet endroit-là. Puis l'impact du nom que tu mets là, c'est que ça va apparaître dans la barre en haut. Comme par exemple, si j'irais sur le site de Winavio, je ne sais pas si on va le voir sur le site de Winavio. Oui, ici, on va sur la page d'accueil du site de Winavio. Quand je passe ma souris sur l'onglet, je peux voir que le titre, c'est Agence de communication numérique au Canada, /Winavio. Bien, le Winavio qui apparaît là, après la barre oblique, ça vient de ce qu'on a mis ici pour la configuration du titre du site web. Ça revient sur toutes les pages. Donc, si je vais sur la page service, par exemple, je fais le même exercice, je peux voir le titre de la page service, /Winavio. Donc, le nom que tu mets là va revenir sur toutes les pages. Puis ça va aussi revenir dans les résultats de recherche Google. Ce titre-là qui apparaît sur les onglets, c'est aussi le gros titre qu'on voit en bleu dans les résultats de recherche Google. Fait que c'est toujours une bonne idée en réalité de mettre le nom de ton organisation ici. Après ça, pour l'identifiant, ce que tu vas mettre, ça va être l'identifiant en réalité, c'est le username ou le nom d'utilisateur que tu vas utiliser pour te connecter au backend administrateur de ton site WordPress. Donc ici, si tu veux absolument éviter de mettre un identifiant du genre admin, comme je te l'écris à l'écran pour qu'on se comprenne, tu veux éviter de mettre un utilisateur qui va s'appeler admin, administrator en anglais ou administrateur en français. Donc ça, peu importe le système informatique, que ce soit un site web, un ordinateur, un serveur, peu importe c'est quoi, en informatique, il faut toujours éviter d'avoir un utilisateur qui a un statut administrateur puis que l'identifiant pour se connecter avec le compte, c'est admin, administrator ou administrateur. Donc ici, je vais te faire mettre mon nom. Tu
peux mettre ton prénom, ton nom de famille, je pourrais mettre Desquintal, David, peu importe. WordPress va accepter tout ce qui est alphabétique finalement, ou alphanumérique en réalité. Tu pourrais mettre des chiffres aussi. Si tu es un petit peu paranoïaque au niveau sécurité, puis tu veux réduire au maximum les chances qu'un hacker devine ton nom d'utilisateur, tu peux y aller avec quelque chose d'aléatoire, comme, mettons comme ça, par exemple. Puis à ce moment-là, ben, le hacker, je pourrais même mettre d'autres chiffres si je veux. Puis à ce moment-là, le hacker va avoir de la difficulté à deviner, ou ça va être peut-être même impossible pour lui de deviner ton identifiant. Ici, pour me simplifier la vie aujourd'hui, parce que je vais devoir le rentrer tantôt, je vais mettre juste mon prénom pour être sûr de m'en souvenir, pour pas avoir à interrompre la vidéo encore pour une autre Happy Accident. Donc, mon identifiant, j'ai choisi ça ici. WordPress me propose un mot de passe ou je pourrais choisir un autre mot de passe. Fait que ici, c'est le même principe que le mot de passe que Cipano a généré pour la base de données. Tu vas vouloir avoir de quoi qui va être plutôt long, qui va avoir des lettres minuscules, des lettres majuscules, des chiffres, des symboles ou des caractères spéciaux autres que alphanumériques. Ici, je trouve qu'il n'est pas super top le mot de passe parce qu'il y a juste un symbole qui n'est pas alphanumérique. Fait que je vais juste en rajouter un ou deux, juste pour dire que mon mot de passe a une petite coche de sécurité supplémentaire. Là, ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais juste le noter dans le bloc-notes de Windows, au cas où, qui est puis dans mon presse-papier tantôt. Donc là, tu vas vouloir le mettre quelque part de plus sécuritaire que ça. Là, je fais juste ça temporairement le temps d'enregistrer la vidéo pour te montrer la prochaine étape. Mais toi, tu vas vouloir le noter quelque part de sécuritaire. Puis le noter sur un petit papier qui est sur ton bureau, dans un tiroir de ton bureau, c'est pas un endroit sécuritaire. Donc, soit tu le mémorises, ce qui est un petit peu difficile pour un mot de passe comme ça, ou tu utilises un logiciel qui soutient des mots de passe pour toi, mais mets-le pas quelque part à la vue de proche de ton ordinateur, parce qu'à ce moment-là, ça sert à rien d'avoir un mot de passe qui est sécuritaire, puis qui est bien, qui est aléatoire comme ça, si quelqu'un peut juste s'asseoir à ton ordinateur, puis le voir coller sur ton écran ou coller sur ton bureau. Donc, ça, c'est le mot de passe. Tu vas mettre ton adresse de courriel. Et puis après ça, ici, ça va dépendre de ton choix. Si jamais tu sais que tu vas créer ton site web très rapidement, tu le crées aujourd'hui, puis tout est fini, puis tu le mets en ligne, tu n'as pas besoin de cocher cette case-là. Par contre, si tu penses que ça va te prendre quelques semaines ou quelques mois créer ton site web, ce qui va probablement être le cas, ça prend quand même un certain temps créer un site web, à ce moment-là, coche la case « Demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site ». Donc, ce que ça fait, cette option-là, c'est ce que ça dit en réalité. Quand des engins de recherche comme Google, Bing, Yahoo vont venir sur ton site web va leur envoyer l'instruction, s'il te plaît, indexe pas le contenu, on veut pas ce site-là dans les résultats de recherche. Fait que ça va éviter que ton site qui est en développement soit trouvable dans les résultats de recherche, mais c'est pas quelque chose qui est à toute épreuve en réalité. C'est pas tous les engins de recherche qui vont suivre cette instruction-là puis qui vont ne pas indexer le site web. Donc, le mieux, si tu penses passer un certain temps à créer ton site web, quelques semaines, quelques mois, c'est oui, coche cette option-là, mais une fois que ton site web va être installé, que WordPress va être installé, tu pourrais mettre une extension qui permet de mettre ton site en mode maintenance, donc il bloque l'accès au site web si on n'est pas connecté en tant qu'administrateur. Donc ici, je vais laisser ça coché, je vais cliquer sur Installer WordPress. Parfait, ça me confirme que tout est installé, donc je vais cliquer sur Se connecter. Et puis là, je vais rentrer l'identifiant que j'ai choisi, le mot de passe qu'il m'a proposé. Moi, j'aime bien cocher se souvenir de moi, comme ça, j'ai pas besoin de moi. J'ai pas besoin de le remettre à chaque fois. Donc, je vais cliquer Se connecter. Super, maintenant, je suis dans le backend admin de WordPress. Donc, on est prêt pour la prochaine étape. La prochaine étape, qui est la dernière, finalement, c'est de passer à travers les options de configuration de WordPress puis faire toutes les configurations appropriées. Fait que je vais faire ça avec toi écran par écran. De cette manière-là, tu vas savoir quelle option fait quoi puis c'est quoi les options qui vont être préférables pour ton besoin. Fait qu'on va commencer à aller dans le menu Réglages. On va aller à Général. Ici, le titre du site web, c'est ce que j'ai rentré tantôt. Le slogan, ça va dépendre de comment tu crées ton site web, mais des fois, le slogan, il va apparaître dans le métatitre de la page d'accueil. Donc, quand on est sur la page d'accueil, c'est ce qui va afficher avant le barre oblique Wineview. C'est le slogan que tu mets là. Mais ça dépend vraiment là, de ton site, quel thème que tu vas utiliser. Si tu installes une extension comme Yoast SEO ou Rank Math, ça va changer ça. Fait qu'ici, ce que tu peux faire, moi, ce que je fais en général pour des clients, c'est que je laisse juste cette boîte-là vide, tout simplement, parce que dans la majorité des cas, je la fais afficher nulle part, cette phrase-là. Mais dans le doute, dans ton cas, tu as deux choix en réalité. Tu peux vraiment mettre ton slogan là ou tu peux vraiment laisser la case vide comme je fais à mon écran. Après ça, l'adresse du site, ça c'est déjà configuré parce qu'on a installé le site web. Ça, c'est une option que tu devrais éviter de changer toi-même parce que des fois, quand on change cette option-là, ça plante complètement le site. Puis pour débugger ça, tu vas avoir besoin des connaissances, soit de programmation, des connaissances serveurs. C'est le genre de choses que si tu écoutes la vidéo aujourd'hui, tu ne prends pas ces connaissances-là, fait que tu ne devras pas t'embarquer là-dedans. Donc, si jamais tu as besoin de migrer ton site web vers un nom de domaine différent, demande plutôt à ton hébergeur web ou à ton programmeur web de le faire. Comme ça, s'il y a des soucis techniques, ben, ils sont là en train de faire le travail puis ils vont pouvoir corriger les soucis techniques.
Après ça, l'adresse de courriel de l'administration, c'est toutes les fois que WordPress a besoin d'envoyer une alerte par rapport à quelque chose qui se passe sur ton site web, comme par exemple, il y a une nouvelle version de WordPress qui est disponible, ou il y a certains moments où quand WordPress a une panne, il s'en rend compte puis t'envoie un courriel pour te le dire, c'est à cette adresse de courriel-là qu'il va le faire. Donc, si jamais tu aimerais changer cette adresse-là, c'est quelque chose que tu peux changer, tu mets tout simplement une autre adresse, puis il va envoyer il va envoyer un message par courriel à l'adresse qui est présentement là pour dire quelqu'un d'autre veut mettre son adresse, puis tu dois avoir cliqué oui, c'est correct, puis ça va changer l'adresse tout simplement. Ici, pour inscription, je laisserai tout le monde puisse enregistrer, décocher. Et puis, si plus tard, tu ajoutes sur ton site web, par exemple, WooCommerce pour faire du commerce électronique, ou tu ajoutes un blog, puis tu aimerais que les gens puissent s'enregistrer pour laisser des commentaires, ou tu ajoutes une section client ou une section membre, où tes clients ou tes membres vont se connecter avec un identifiant et un mot de passe, mais là, à ce moment-là, l'extension qui fait ça va venir cocher la case pour toi. Fait qu'au départ, quand tu viens d'installer WordPress, laisse ça décocher, parce que quand tu coches cette option-là, en réalité, ça rouvre une certaine porte pour que les hackers puissent s'introduire dans ton site web. Fait que tu ne veux pas ouvrir cette porte-là si ton site web n'a pas besoin. Comme par exemple, s'il n'y a pas de commerce électronique, pas de section membre, pas de section client, tu ne vends pas de formation sur ton site web, toutes ces choses-là, c'est mieux de laisser cette case-là décochée. Fait qu'ici, pour le rôle par défaut, on va le laisser à abonner. Si jamais, par accident, tu as installé une version anglaise, mettons, de WordPress ou une version dans une autre langue que le français, puis tu aimerais passer ça au français, c'est ici que ça se passe pour la langue du site. Quand tu changes la langue ici, ça va changer la langue par défaut du site, ce qui va changer la langue pour les différents administrateurs de ton site, finalement. Fait que tu peux venir chercher une autre langue ici. Dans le cas du français, il y en a 2 ou 3 des français. Il y en a 3 français. En ce moment, j'ai le site sur Français du Canada. Si toi, tu es en Europe, tu vas probablement vouloir en France ou ailleurs qu'en Belgique. C'est où français? Ici, si tu es en Belgique, tu vas vouloir choisir français de Belgique. Puis après ça, si tu es en France ou dans un autre pays de la francophonie, tu vas vouloir choisir français. La différence en réalité entre ces 3 français-là, c'est qu'il y a certains libellés qui sont différents, tout dépendant si c'est français-France, français général, français-Canada ou français-Belgique. Et puis, l'autre impact que ça a aussi, c'est que certaines extensions qu'on rajoute, une extension sur WordPress, un petit programme qu'on rajoute pour acheter des fonctionnalités, comme par exemple WooCommerce pour le commerce électronique, ou une extension pour créer des formulaires, pour avoir une section membre, pour avoir une galerie photo, etc. Donc, la plupart des extensions viennent avec l'anglais finalement, puis parfois ils viennent avec d'autres langues, puis quand ils viennent avec d'autres langues, puis que le français dans ces langues-là, ça va être français tout court la plupart du temps. Moi, ce que je remarque souvent quand je fais des sites pour des clients au Canada, puis que je mets Français Canada ici, il y a beaucoup d'extensions qui affichent ce qu'ils ont affiché dans le backend admin en anglais. Puis si je change le site à français tout court, là, pouf, tout d'un coup, on a une interface en français. C'est ici que tu viendrais si jamais tu as une irritation au niveau de certains bouts de ton backend admin qui sont en anglais. Mais tu sais, en réalité, c'est pas un si gros enjeu que ça. La configuration ici, elle affecte surtout ton backend admin en réalité. Fait que les internautes, ça les affecte pas vraiment au niveau du front-end de ton site. Peu importe quel français. C'est sûr que si tu mets, par exemple, une autre langue qui est pas le français, mettons l'espagnol, là, ça va affecter les gens sur le front-end. Mais si tu mets un des 3 français, il n'y a pas vraiment d'impact pour le front-end, pour le public qui voit ton site web. C'est plus pour le back-end de ton côté au niveau des extensions qui sont peut-être pas traduites ou même le thème pourrait ne pas être traduit. Donc, je vais laisser Français du Canada. Je vais mettre mon fuseau horaire. On a le fuseau horaire ici de Toronto. Toronto. Je cherche pas Montréal. Si tu es au Québec comme moi, je cherche pas Montréal. Montréal n'est pas dans la liste pour une raison que j'ignore. Donc, je choisis Toronto ou New York. En réalité, Toronto, New York, Montréal, c'est le même fuseau horaire. Après ça, pour l'affichage de la date, ici, ce que ça va faire, l'affichage de la date, c'est que ça va changer comment WordPress affiche les dates dans le backend admin. Puis, tout dépendant comment ton site est configuré ou les extensions que tu utilises ou le thème que tu utilises, ça va changer aussi comment les dates sont affichées au niveau du front-end. Donc, au niveau public, ce que les internautes vont voir sur ton site web. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre année, mois, jour comme ça en chiffres. Si toi, tu aimes autre chose, tu peux mettre autre chose. C'est pas un enjeu. Après ça, même principe pour l'heure. Moi, j'aime bien avoir l'heure en format 24 heures avec 2 points. Fait que je fais ça comme ça. Si toi, tu préfères un autre format, c'est correct aussi. Et puis ici, nous, notre calendrier commence le dimanche au Canada. Donc, je vais mettre dimanche ici. Tu pourrais mettre une autre journée si tu préfères. Ici, c'est très rare que je vois que cette configuration-là affecte quelque chose. Si, par exemple, tu as un calendrier d'événements sur ton site web, là, probablement que cette configuration-là va avoir un impact. Mais sinon, s'il n'y a rien sur ton site web qui affiche un calendrier, il n'y a probablement aucun impact de changer la date ici. Moi, je mets juste dimanche par principe parce qu'ici au Canada, nos calendriers affichent du dimanche au samedi. Nos calendriers là, papier ou même Google Calendar en réalité. Donc ça, c'est pour les réglages généraux. Après ça, je ne l'ai pas mentionné, mais clique enregistrer les modifications à la fin quand tu as fini. Après ça, on va aller dans Écriture. Dans Écriture, si tu n'as rien à modifier, c'est le genre d'endroit où ce que ton programmeur va aller pour faire certaines configurations particulières, si tu as des bugs ou tu as une extension qui a un besoin particulier. Fait que ici, il n'y a rien à toucher dans ton cas pour l'instant.
À l'onglet lecture ici aussi, généralement, tu n'as rien à toucher ici pour la majorité des configurations, à moins qu'une extension ou un thème te demande une configuration particulière. Puis là, ça va te le dire, puis tu pourras aller à cet écran-là pour faire la configuration en question. La seule chose que tu vas vouloir en réalité modifier sur cet écran-là, c'est la dernière option. Ici, demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Tu te souviens, quand j'ai installé tantôt WordPress, j'ai coché la case. Puis quand je vais être prêt à mettre mon site en ligne, puis je vais vouloir que les engins de recherche indexent le site, mais je vais devoir venir ici, décocher cette case-là, puis cliquer Enregistrer. Dans ton cas, en ce moment, si tu écoutes la vidéo, tu n'as pas encore créé ton site web, fait que tu vas laisser cette case-là cochée pour être sûr que Google et compagnie ne viennent pas indexer ton site. Ou peut-être pas être sûr, comme je te dis, ils vont pas nécessairement respecter cette demande-là, mais peut-être avoir plus de chances, disons, qu'ils vont pas l'indexer. Maintenant, on va aller à la discussion. Ici, il y a vraiment beaucoup de configurations, fait qu'on ne passera pas à travers toutes les configurations. Je vais te montrer l'essentiel de ce que tu devrais savoir. Donc, si tu prévois avoir un blog sur ton site web et puis que tu aimerais que les gens puissent laisser des commentaires sur ton blog, à ce moment-là, ce que tu vas faire sur tes articles de blog, ce que tu vas faire, c'est que tu vas laisser cocher ici « Autoriser les notifications », puis tu vas laisser cocher « Autoriser les commentaires sur les nouvelles publications ». Et puis, tu peux choisir, si tu veux, de laisser cocher aussi l'auteur d'un commentaire doit renseigner son nom et son adresse de courriel. Comme ça, quand les gens vont laisser des commentaires, toi, comme administrateur, tout le monde publiquement va voir leur nom. Puis toi, comme administrateur dans le back-end, tu vas aussi voir c'est quoi l'adresse de courriel, si jamais tu aimerais faire un suivi avec eux ou quelque chose du genre. Par contre, si dans ton cas, tu veux pas avoir de personnes qui laissent des commentaires sur ton site web, il n'y aura pas de blog, il n'y aura pas de section de ton site qui ferait du sens où les gens pourraient laisser un commentaire. Puis quand je parle de laisser un commentaire, je parle pas d'aller à la page Nous joindre puis remplir le formulaire de contact pour te contacter. Je parle vraiment, par exemple, aller sur un article de blog, on lit l'article, puis à la fin de l'article, il y a une zone de commentaires pour soit dire « Ah, super article, merci » ou pour poser des questions à l'auteur. Donc, si tu n'as pas ce genre de fonctionnalité-là sur ton site web, ce qui est préférable ici, c'est de décocher « Autoriser les pingbacks ici, puis autoriser les commentaires sur les nouvelles publications. Ça va faire en sorte que toutes les prochaines pages, articles, etc. que tu as créés sur ton site web, ce ne sera pas possible pour les internautes ou les robots de hackers de laisser des commentaires. C'est la raison pour laquelle tu vas vouloir désactiver cette option-là. C'est parce que c'est une des choses que les hackers utilisent pour essayer de trouver des failles de sécurité sur ton site web. Si les commentaires sont activés, même si tu n'as pas de blog, ça va donner une porte d'entrée supplémentaire qui est c'est peut-être pas un très, très haut risque de sécurité, mais on veut pas laisser des portes d'entrée supplémentaires inutilement. T'sais, si tu n'as pas l'intention d'avoir aucune notion de commentaire sur ton site web, c'est mieux de désactiver l'option. Sinon, après ça, l'autre option, je la cherche ici. Ah oui, ici. Si jamais tu choisis de laisser ça coché, donc de recevoir des commentaires, vérifie ici les options, m'envoyer un message lorsque un nouveau commentaire est publié ou un commentaire est en attente de modération. Donc, moi, ce que je trouve qui est le mieux, puis c'est ce que je fais pour mes clients, c'est que je laisse ça cocher pour qu'ils soient avisés quand ils reçoivent un commentaire. Et en plus, surtout si c'est un site web qui reçoit beaucoup de trafic, beaucoup de commentaires, puis qu'il y a des chances que ça devienne vulgaire ou qu'il y ait des publicités de gens comme de Viagra, diplôme universitaire, toutes ces choses-là qu'on veut pas voir dans notre blog. Ce que tu peux faire pour avoir une petite coche de sécurité supplémentaire, puis surtout avoir plus de contrôle sur les commentaires que tu reçois ou les commentaires qui sont affichés sur ton site, tu peux cliquer ici la case avant la publication d'un commentaire, le commentaire doit être approuvé manuellement. Fait qu'avec ces trois cases-là cochées ici, ce que ça fait, c'est que quand quelqu'un va laisser un commentaire sur un article de blog, tu vas recevoir un courriel te disant « Tu as reçu un commentaire sur ton blog ». Tu vas devoir aller dans ton back-end admin de WordPress dans la zone commentaires ici, puis tu vas devoir cliquer pour approuver le commentaire. Fait que ça va faire en sorte que si tu reçois plein de commentaires spam, comme des pubs de Viagra, etc., ou si tu reçois des commentaires qui sont pas pertinents ou des choses qui sont agressives, qui sont désagréables, ben, tu vas pouvoir choisir de juste les supprimer puis pas les afficher sur ton site. Par contre, si tu as un petit site web qui reçoit juste des commentaires de temps en temps puis qu'il n'y a pas d'hostilité dirigée vers ton site web, à ce moment-là, ça va être moins de gestion pour toi de ne pas cocher ça ici. Par contre, laisse quand même l'option activée pour recevoir un courriel du site web ou de WordPress te disant que tu as reçu un commentaire pour que tu puisses au moins vérifier c'est quoi les commentaires que tu reçois puis les gérer si on a besoin d'être gérés, comme par exemple si c'est des commentaires qui sont désagréables. Donc, une fois que tu as fini les configurations ici, tu peux aller complètement en bas, cliquer enregistrer les modifications et puis on va passer au prochain écran. Le prochain écran, c'est l'écran médias. Donc, ce qu'on appelle les médias dans WordPress, ça va être des images, des vidéos, des PDF, des fichiers Word, des fichiers Excel, etc. Et puis, cet écran-là en particulier est à propos de configurer les différentes tailles d'images que WordPress va utiliser sur ton site. Donc, quand tu mets une image sur ton site, disons que tu as un article de blog, je vais aller sur le blog de Winnovio pour te montrer. On va aller sur l'article de blog qu'on a publié cette semaine.
Donc, sur cet article de blog-là, on a mis une grande bannière dans le haut, l'image que tu vois là avec les 4 hommes. En réalité, c'est le même homme 4 fois, là. Donc, cette image-là, c'est une grande image. Puis, ce que WordPress fait, c'est qu'il génère des miniatures de cette image-là pour que, par exemple, quand je suis dans la section blog ici, j'ai une version miniature ici, ou en barre latérale ici, j'ai une version miniature carrée. Fait qu'on peut voir que la version originale de l'image, c'est une grande image qui fait toute la largeur. WordPress a fait une petite version rectangle qu'on voit ici dans les listes d'articles, et puis aussi fait une petite version carrée. Donc, toutes ces configurations-là pour les différentes versions d'images additionnelles que WordPress va créer à partir de ton image originale, ça se configure à cet écran-là. Ici, je peux pas te donner des recommandations générales parce que ça va vraiment dépendre de ton site web, au niveau du design de ton site web. Comme sur le site de Wineview, nos bannières d'articles de blog, c'est vraiment des bannières qui prennent toute la largeur de l'écran, mais il y a certains sites web où l'image est plus petite. Et puis aussi la question de la grosseur ici de l'image, puis la grosseur ici. Ça va vraiment beaucoup varier selon le thème que tu as sur ton site. Puis en fait, généralement, quand tu vas installer ton thème, il va aller changer la configuration qui est à l'écran ici pour toi automatiquement. Mais si jamais plus tard, le thème ne le fait pas ou tu as besoin d'ajuster ça, c'est ici que tu vas le faire pour ajuster les configurations. Donc ici, je ne changerai rien parce que j'ai même pas encore installé le thème, fait que je ne sais pas ça va être quoi la grosseur des images sur mon site pour l'instant. Le lien suivant, c'est permalien. Donc, quand on parle de permalien, c'est par exemple, si je viens sur le site de Wineview, c'est ce qui va venir après le nom de domaine. Comme quand je vais dans cet article de blog-là, le permalien, c'est le nom de domaine du site de Wineview, wineview.com, / l'année, / le mois, / la journée, / le slug. Donc, la partie de l'adresse qui est faite, ça ici, à partir de finalement le titre de l'article. On peut voir ici le Page Builders, les 4 meilleurs constructeurs de pages pour WordPress, c'est ce qui est repris ici. Donc, ça, c'est le slug. Donc, pouvoir configurer la nomenclature que WordPress va utiliser ici. Nous, on a choisi d'avoir année, mois, jour. Toi, tu pourrais choisir d'avoir une adresse qui est peut-être, mettons, juste année comme ça, ou peut-être que tu veux pas de date du tout, que ce soit juste comme ça. Ça, c'est vraiment un choix que tu vas faire qui est un peu technique, mais surtout au niveau communication marketing. Fait que je peux pas te donner des guidelines généraux qui vont s'appliquer pour tout le monde. Ça va dépendre comment tu veux structurer ton site. Personnellement, je trouve que c'est préférable quand c'est des articles de blog qu'on voit vraiment l'année ici, parce que ça partage à l'internaute qui voit l'adresse de cette page-là, de cet article de blog-là, dans les résultats de recherche, de quand date l'article. Mais en même temps, c'est un double tranchant, parce que s'il trouve un article qui date, par exemple, on est en 2022, s'il trouve un article de blog sur le blog de Wineview qui date, par exemple, de 2016, mais ça pourrait donner l'impression à l'internaute que peut-être que l'information est passée date, puis qu'elle n'est pas pertinente, puis qu'il continue son chemin dans les résultats de recherche. Donc, il y a du pour et du contre dans un cas comme dans l'autre. Un autre pour d'avoir l'adresse comme ça avec la date dedans, c'est que ça rend le site un tout petit peu plus rapide. Quand tu as un gros site web avec beaucoup de pages, beaucoup d'articles de blog, si toutes les adresses de pages n'ont pas de date comme ça, ça prend quelques millisecondes de plus quand un internaute demande de voir une page web pour que que WordPress la trouve dans la base de données. Donc, tu vas vouloir choisir en conséquence de si tu as un petit site web, c'est vraiment pas un enjeu, tu peux enlever la date. Si tu as un site web qui est plus gros, qui va avoir des centaines d'articles de blog, par exemple, ou des milliers de produits dans ta boutique, là, à ce moment-là, tu vas vouloir avoir une nomenclature avec des chiffres comme ça. Ça va rendre ton site sensiblement plus rapide quand que les internautes veulent l'afficher, ce qui va avoir un impact sur comment ton Google voit ton site web et son positionnement Google. Donc, on va retourner dans les réglages ici. Le réglage que moi, je trouve idéal, c'est le deuxième qui est ici, date et titre. Donc, c'est la même chose que tu vois sur le site de Wineview, année, mois, jour, le titre de l'article. Ça se peut que dans ton cas, quand tu arrives à cet écran-là la première fois, ce soit plutôt sur simple. Il y a certains serveurs web qui ne supportent pas les autres formats de date. Puis ça fait en sorte que tu es pris avec simple. Puis je dis pris parce que tu es pris avec en réalité. C'est vraiment de toutes les options qui nous offrent ici, c'est vraiment l'option la moins intéressante. Parce qu'avoir des chiffres comme ça dans la barre d'adresse, c'est pas du tout favorable pour le positionnement Google. Puis ça peut même être défavorable. Ce qu'on veut, c'est avoir des mots-clés dans le titre dans l'adresse, d'une page, parce que c'est une des choses que Google regarde quand il indexe ton site web, les mots-clés qui sont à différents endroits, dont entre autres dans l'adresse des pages. Donc, si tu es sur simple puis que WordPress te permet pas de passer à une autre option, ce serait à cause de la configuration de ton serveur web. Puis ça, tu peux pas y faire grand-chose toi-même à moins de connaître la configuration des serveurs. Fait que la prochaine étape, en réalité, serait d'ouvrir un ticket avec ton fournisseur d'hébergement web, puis lui demander de mettre en place ce qu'il y a à mettre, c'est du URL rewriting, ce qu'il y a à mettre en place. Donc, de mettre en place le URL rewriting sur son serveur web pour que tu puisses choisir une de ces options-là qui va être avoir le titre dans la barre d'adresse. Donc, on va continuer ici. On va aller à la vie privée. Vie privée, c'est pour configurer tes politiques de confidentialité, etc. Ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. C'est vraiment un sujet pour une autre vidéo.
Une fois qu'on a fini à l'onglet Réglages, les prochaines étapes, ça va être d'installer ton thème, installer les extensions, et puis au besoin, tu vas vouloir aussi créer des comptes administrateurs pour les gens de ton équipe ou pour ton agence web. Donc, pour le thème, on va aller dans le menu Apparence, Thème. Par défaut, WordPress installe son thème le plus récent. En ce moment, c'est le thème 2022. Et puis, il installe quelques autres aussi. Et puis, pour installer un thème, ça commence toujours de la même manière. On clique sur « Ajouter un nouveau ». Si tu choisis ou si tu as choisi un thème qui est proposé gratuitement sur le site de WordPress, tu vas le trouver dans la liste ici. Sinon, si tu as acheté un thème sur un site web comme par exemple ThemeForest ou le thème Divi sur le site d'Elegant Themes ou un autre thème premium du genre, à ce moment-là, tu vas vouloir télécharger le thème sur le site de l'auteur ou sur le site de ThemeForest, comme on a fait pour WordPress tantôt. Et puis, tu vas venir sur téléverser le thème, choose file ou choisir le fichier, puis tu vas récupérer le fichier sur ton ordinateur pour le téléverser sur ton serveur web. Après cette étape-là, je ne peux pas vraiment te montrer aujourd'hui comment configurer ton thème parce qu'il y a des milliers de thèmes pour WordPress, puis ils ont tous des procédures d'installation qui varient. Donc, si je ferais une vidéo aujourd'hui où je te montrer comment configurer un thème, c'est vraiment juste ce thème-là, ça ne t'aiderait pas nécessairement pour ton thème à toi. Donc, quand tu auras choisi ton thème, ce que tu devrais faire, c'est te référer à la documentation en ligne de l'auteur du thème, puis utiliser cette documentation-là pour savoir comment installer leur thème et comment le configurer. Une fois que ça c'est fait, il y a certains thèmes qui vont requérir des extensions additionnelles ou peut-être que toi, tu vas vouloir ajouter une extension sur ton site web. Donc, des extensions sur un site WordPress, des petits programmes qui rajoutent des fonctionnalités, comme par exemple, si tu aimerais ajouter du commerce électronique, tu vas installer WooCommerce. Si tu aimerais faire du SEO sur ton site web, tu pourrais installer une extension comme Yoast SEO, Rank Math ou All-in-One SEO Pack. Si tu aimerais ajouter une galerie photo sur ton site web, un formulaire, etc. Donc, toutes ces différentes fonctionnalités-là, c'est des extensions. Pour acheter des extensions, tu viens ici dans le menu Extensions. Et puis ici aussi, d'installer une extension, ça commence toujours de la même manière. Tu cliques sur Ajouter. Si l'extension que tu veux ajouter, c'est une extension qui est disponible gratuitement sur le site de WordPress, tu vas la trouver dans la liste ici. Tu vas peut-être devoir faire une recherche, comme par exemple si tu aimerais installer Yoast SEO. Tu tapes Yoast SEO et puis tu vas trouver Yoast SEO ici. Si jamais c'est ce que tu voudrais faire, en réalité, tu vas réellement installer Yoast SEO ou Rank Math, qui est deux des trois extensions SEO les plus populaires. J'ai fait des vidéos qui t'expliquent comment configurer ces deux extensions-là. Je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. Je n'ai pas encore fait une pour All-in-One SEO Pack. Fait que si jamais tu choisis, on le voit ici, All-in-One SEO Pack, à ce moment-là, reviens peut-être plus tard, je vais en faire une vidéo pour cette extension-là. Mais pour l'instant, j'ai fait une vidéo pour Yoast SEO et puis Rank Math. Au minimum, ce que je te recommande d'installer sur ton site web, c'est l'extension Really Simple SSL. L'extension Really Simple SSL, ce qu'elle fait, c'est qu'elle te permet de forcer le SSL en tout temps sur ton site web. Donc, la connexion sécurisée, comme tu peux voir ici sur mon site, j'ai un petit cadenas fermé. C'est parce que la connexion entre mon ordinateur et le serveur web est sécurisée par un certificat de sécurité SSL. Donc, c'est cette extension-là ici que tu vas vouloir installer, Really Simple SSL. J'ai fait une vidéo qui t'explique comment l'installer et la configurer. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo pour cette vidéo-là aussi. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu as installé WordPress, tu l'as configuré, tu as installé le thème, tu l'as configuré, tu as installé tes extensions, tu les as configurées. La dernière étape avant de commencer à créer ton site web, ce serait de donner accès aux gens de ton équipe. Fait que si par exemple, vous êtes 2 ou 3 personnes dans ton équipe qui va créer le site web, c'est une bonne idée que chaque personne ait son propre accès. Comme ça, chacun de vos côtés, vous pouvez faire ce que vous avez à faire dans le backend admin, chacun avec votre compte, puis vos actions vont être identifiées dans le backend admin de WordPress, comme de quoi c'est telle ou telle personne qui a créé tel ou tel contenu. Ça va être tout particulièrement utile si tu as un blog sur ton site web, puis que sur ton blog, comme qu'on fait ici, on peut voir l'article ici, il a été écrit par Vincent, puis ça nous l'indique ici qu'il a été écrit par Vincent. Si je clique le nom de Vincent, ça m'amène sur une page de son profil avec tous les différents articles de blog qu'il a publiés sur le blog de Winovio. Donc, dans tous les cas, c'est une bonne idée d'avoir un accès unique, un accès distinct, par personne qui doit être administrateur sur ton site web. Mais c'est d'autant plus intéressant si tu as un blog puis que tu veux que chaque auteur ait des articles publiés sur le blog en son nom. Comme ici, dans l'occurrence, c'est un article de Vincent, puis je peux voir tous les articles qui sont écrits spécifiquement par Vincent. Donc, ici, ça fait le tour pour les extensions. Fait qu'on est rendu aux utilisateurs. Fait que tu vas aller dans le menu Utilisateurs. On peut voir qu'en ce moment, j'en ai seulement un. C'est David. C'est le compte que je me suis créé au moment d'installer WordPress. Puis je peux voir que mon rôle, c'est administrateur. Donc, le rôle administrateur sur un site WordPress, c'est le rôle qui a le plus d'accès. Il y a différents niveaux de rôle en réalité là, au niveau de l'administrateur WordPress. Il y a administrateur, réviseur, auteur, abonné. Donc, chaque niveau d'accès a plus ou moins d'accès. L'administrateur, c'est celui qui a le plus d'accès. L'administrateur a l'accès à tout dans le backend admin, incluant créer d'autres administrateurs.
Donc, ça veut dire que si tu crées un compte administrateur pour un de tes collègues, ce collègue-là aurait le potentiel de supprimer ton compte ou de le réduire à un niveau inférieur. Fait que fais sûr que si tu donnes un compte administrateur à quelqu'un, que c'est quelqu'un à qui tu fais confiance puis qui ne te coupera pas ton propre accès sur ton propre site web. Alors, pour créer ton compte administrateur, tu viens tout simplement ici, tu cliques sur Ajouter, puis tu remplis tous les différents champs à l'écran que ça te demande pour créer l'utilisateur. Donc, l'identifiant, ça c'est l'identifiant ou le nom d'utilisateur que la personne va utiliser pour se connecter. Tu te souviens tantôt, moi j'ai créé mon compte avec David. Ça aurait pu être Desquintal, ça peut être autre chose. Tu peux mettre ce que tu veux tant que c'est alphanumérique. Donc, disons que je dois créer ici un compte pour Vincent. Je vais donner l'identifiant à Vincent. Je vais mettre l'adresse de courriel de Vincent. Comme ça ici. Je vais mettre son nom. Site web, c'est de Winebio. Ici, pour la langue, si tu laisses site par défaut, tu te souviens tantôt qu'on était dans Réglages, Lecture, on pouvait faire un choix de langue pour la langue d'affichage du site. Pardon, c'était pas dans Lecture, c'était dans Général. On pouvait faire le choix de langue pour la langue d'affichage du site. Donc, si tu crées un compte utilisateur puis tu laisses site par défaut, mais si la langue est changée ici dans Réglage général, ça va le changer pour cet utilisateur-là. Fait que si tu veux être sûr que cet utilisateur-là utilise toujours WordPress, le backend admin en anglais ou toujours en français, tu as juste à choisir la langue ici. Mais dans la plupart des cas, laisser site par défaut, ça fait parfaitement bien le travail. Après ça, on peut voir que WordPress nous a généré un mot de passe aléatoire, comme qu'il a fait au moment que j'ai installé WordPress et j'ai créé mon premier compte administrateur pour moi-même. Si jamais tu trouves que le mot de passe, il n'a pas l'air assez sécuritaire, là, il a l'air très sécuritaire. Celui-là, il y a des minuscules, des majuscules, des chiffres, des symboles, puis il est long. Fait qu'on est correct. Sinon, tu peux cliquer « Générer un mot de passe » si tu aimerais qu'il génère d'autres mots de passe. Oups. Ça, on l'efface, puis on clique « Générer », puis il va nous en générer un nouveau. Ici, je vais décocher, envoyer un courriel au nouvel utilisateur, parce que je ne veux pas que Vincent reçoive un courriel, parce qu'il ne comprendra pas pourquoi j'ai créé un compte sur ce site-là. Fait que je vais le décocher. Mais dans ton cas, si tu crées des comptes pour tes collaborateurs, tes employés, tes collègues, ton partenaire d'affaires, etc., tu vas vouloir laisser ça coché pour qu'il soit au courant. Ici, pour les rôles, tu vas choisir le rôle que tu vas donner à la personne. Fait que comme je disais, le rôle administrateur, c'est le rôle qui a le plus d'accès, incluant créer d'autres administrateurs ou supprimer changer le rôle ou changer des comptes administrateurs de d'autres administrateurs. Éditeur, un peu moins d'accès. Auteur, un peu moins encore. Contribueur, encore moins. Puis abonné a encore moins d'accès. Si dans ton cas, tu as une extension comme WooCommerce sur ton site web, tu vas voir d'autres rôles ici, comme par exemple le rôle client. Si tes clients qui achètent ta boutique en ligne, qui a WooCommerce, peuvent s'ouvrir un compte sur ton site web, mais il y a un nouveau rôle qui va être créé ici qui va s'appeler client pour ces clients-là. Dans le doute, si tu aimerais savoir exactement qu'est-ce que chaque rôle peut faire, puis ce serait un petit peu long aujourd'hui de tout te l'expliquer pour chacun des rôles, la manière la plus facile de savoir ça, c'est que tu vas sur le site de WordPress. WordPress, j'ai oublié le D, wordpress.org. Ici, je vais aller dans la version française. Je ne sais pas si cette documentation-là est disponible en français, mais on va essayer. On va aller sur français. OK, on ne l'a pas. On va devoir retourner sur la version anglaise. Fait que sur la version anglaise de WordPress, on va dans Support, Documentation. Et puis dans la barre de recherche, on va taper Roles, qui est finalement rôle en anglais. Et puis ça va vous donner l'article qui explique c'est quoi les rôles. Ouais, ici, Roles and Capabilities, ici. Et puis si on clique sur ici, cette partie-là, Summary of Roles, c'est un résumé de ce que chaque rôle peut faire, donc les choses que chaque rôle peut ou ne peut pas faire finalement. Puis si tu aimerais avoir plus de détails, mais comme par exemple, tu veux savoir c'est quoi qui fait exactement un éditeur, tu cliques sur éditeur, puis ça va te donner tous les différents trucs qu'un éditeur peut faire sur ton site. Donc, c'est vraiment dans une configuration WordPress par défaut. C'est possible que tu installes une extension qui change les rôles, c'est quoi les accès des différents rôles, mais dans la base de WordPress, si tu n'as pas installé une extension qui change ça, c'est ce que les rôles qui sont disponibles, c'est ce que ces rôles-là peuvent faire. Donc, à la base, si tu crées des comptes pour tes collègues, puis tu veux qu'ils soient capables de créer ce site web avec toi, que tu sois changer des configurations de WordPress, créer des pages, créer des articles, racheter des choses dans le portfolio, mettre des produits dans la boutique, etc. Donc, avoir un accès complet comme toi, tu vas devoir leur donner un compte avec le rôle administrateur, mais il n'y a rien qui t'empêche plus tard de réduire leur rôle à un rôle qui concorde avec ce qu'ils vont devoir faire sur ton site web plus tard. Comme par exemple, si quelqu'un plus tard est seulement un auteur dans ton blog, ben, tu pourrais lui donner le rôle auteur, ça va restreindre l'accès à d'autres parties de ton site web qui ne devraient pas modifier. Donc là, on va dire que je suis satisfait. J'ai toutes les informations correctement pour le rôle de Vincent. Je vais rendre Vincent administrateur pour qu'il m'aide à créer le site. Je clique sur « Ajouter un utilisateur ».
Maintenant que ça c'est fait, le compte de Vincent est créé. Si jamais plus tard, Vincent me dit « j'ai jamais reçu mon mot de passe » ou « j'ai perdu mon mot de passe », il n'arrive pas à faire de lui-même un reset de son mot de passe à partir de l'écran de connexion administrateur, bien, tu peux venir ici, cliquer sur son compte et puis tu vas à définir le nouveau mot de passe. Et puis tu cliques, puis là, tu fais un copier-coller du mot de passe que tu vas lui envoyer par courriel, puis tu cliques mettre à jour l'utilisateur, puis là maintenant il y a un nouveau mot de passe. Alors, ça fait le tour de ce que je voulais te montrer aujourd'hui au niveau de l'installation et de la configuration de WordPress. J'espère que ça t'a aidé et puis que la vidéo avait suffisamment d'informations pour ce que tu avais besoin de savoir pour faire le travail de démarrage, de mettre en place ton WordPress. Maintenant, la prochaine étape, c'est vraiment de créer les différentes pages sur ton site web, créer tes articles de blog, si tu as une boutique en ligne, installer, configurer WooCommerce, rajouter tes produits, etc. Donc là, tu es vraiment rendu à l'étape de créer le contenu sur ton site web. Ça, c'est vraiment un sujet pour une vidéo complètement à part. Pour l'instant, j'ai pas prévu de faire une vidéo par rapport à ça, mais on sait jamais. Tu peux vérifier la chaîne de Winavio et puis voir si dans le futur, je vais publier une vidéo là-dessus. Sinon, j'offre une formation que j'offre autant en présentiel que via Zoom pour les gens qui sont à distance, où je peux t'accompagner en direct via Zoom pour t'aider à créer ton site web avec toi. C'est une formation que je peux présenter en individuel ou en groupe. À la prochaine!